Bonjour à toutes et tous, je suis Claire Mollereau, la coordinatrice de la communauté professionnelle territoriale de santé Nord-Essonne-Égy, qui couvre les communes d'Athis-Mons, Savigny-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Viry-Châtillon, Morangis et Paray-Vieille-Poste. Le dépistage du cancer colorectal représente un fort enjeu de santé publique puisque il est le deuxième cancer en termes de mortalité et le troisième cancer en termes d'incidence. Depuis 2009, les médecins sont impliqués dans le dépistage organisé de ce cancer et restent les professionnels ressources vers lesquels orienter les patients pour l'accompagnement et le suivi de leur parcours. Afin d'améliorer le recours au dépistage organisé du cancer colorectal et atteindre du coup la cible d'un taux de dépistage de 65% recommandé au niveau européen, le circuit de remise du kit de dépistage a été étendu aux pharmaciens d'officine. Cette nouvelle mission est prévue par la nouvelle convention nationale pharmaceutique et elle est conditionnée à la validation de la formation à laquelle vous participez aujourd'hui et au remplissage d'un questionnaire pré-test ainsi que d'un questionnaire post-test. Donc la CPTS Nord-Essonne-Égy et le site de l'Essonne du CRCDC Île-de-France organisent cette formation diplômante, donnant lieu à la remise d'une attestation pour l'ensemble des participants. Cette session d'aujourd'hui est animée par le docteur Mala Osman, hépatogastro-entérologue, le docteur Bernou, médecin coordonnateur au CRCDC Île-de-France sur le site de l'Essonne, Monsieur Sylvain Moreau, pharmacien à Athis-Mons et membre de la CPTS Nord-Essonne-Égy, et le docteur Goncalves, médecin généraliste à Paray-Vieille-Poste, vice-présidente de la CPTS et référente de la mission prévention de la CPTS. Au programme, il s'agira d'aborder donc le cancer colorectal et les quelques données épidémiologiques, les personnes ciblées par ce dépistage organisé, la présentation du kit de dépistage en pratique, le rôle du pharmacien dans cet élargissement du dépistage et une présentation du site d'éligibilité du CRCDC Île-de-France. Le PDF de la formation d'aujourd'hui vous sera envoyé à l'issue de la session, ainsi qu'une foire aux questions. Vous recevrez également le questionnaire post-test dès la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à regarder dans vos spams ou vos courriers indésirables. L'attestation de formation vous sera envoyée dès la fin de semaine prochaine. Pour ce qui est des pharmaciens hors département de l'Essonne, je vous invite à reprendre contact en fin de semaine prochaine avec le docteur Bernou du CRCDC. Je vous indiquerai son adresse mail dans le chat. Et concernant la tenue de cette formation, je vous invite à couper vos micros et à poser vos questions via le chat pour qu'on puisse y répondre en fin de séance. Bonne formation à toutes et tous et merci. Bonjour à tous, Madame Mala, donc gastro-entérologue libéral à Corbeil-Essonne. Je travaille également à la clinique de l'Essonne à Évry et puis à l'hôpital privé du Val d'Hier, toujours dans l'Essonne. Je connais certains parmi vous. Je suis membre du conseil d'administration du CRDC Île-de-France et travaille avec Agnès depuis quelques années également dans l'ancienne structure de Bligny, dans ADMC 91. Donc, je vous remercie de m'avoir invité et je vais commencer. Je peux y aller, Agnès? Voilà, donc, comme on l'avait cité il y a une dizaine de minutes, le cancer du côlon, donc c'est un des cancers les plus fréquents en France. C'est le troisième cancer après le poumon et la prostate chez l'homme et le deuxième après le sein chez les femmes, avec aux alentours de 43 000 nouveaux cas par an. Les chiffres sont à peu près stables depuis 2018. On voit que c'est la cause de décès de 17 000 personnes en 2018. Pareil, à peu près pas pour les femmes comme les hommes. Un petit peu, on note une diminution de ces chiffres grâce au dépistage organisé. Vas-y. Alors, si on distingue les facteurs de risque du cancer du côlon, donc l'âge, comme tous les cancers, donc plus de 50 ans, d'où on en parlera plus tard, l'âge ciblé pour le dépistage. On a des facteurs génétiques comme le syndrome de Lynch ou le syndrome de cancer du colorectal héréditaire, la polypose adénomateuse familiale et certaines maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.
En ce qui concerne les antécédents familiaux, tout antécédent familial de polype de plus d'1 centimètre. Alors, moi, je suis pas très d'accord sur le contangent vileux parce que le critère selon les surveillances à l'HAS pour les polypes, le critère vileux a été enlevé. Bon, il est gardé sur cette diapo. Quoi qu'il en soit, tout polype plus d'1 centimètre chez un ou plusieurs parents de premier degré, père, mère, frère, sœur et enfants, à plus de 65 ans, fait partie des risques dans les antécédents familiaux. Le cancer colorectal chez un parent du premier degré avant l'âge de 65 ans ou plusieurs parents du premier degré, quel que soit l'âge. Les antécédents personnels, bien évidemment, quelqu'un qui a déjà eu un polype de plus d'1 centimètre ou au moins 2 polypes, quelle que soit leur taille. Et bien évidemment, le cancer colorectal chez la même personne à moins de 5 ans, c'est un facteur de risque. En ce qui concerne si on distingue les facteurs de risque, outre que ce qu'on vient de citer, bien évidemment l'alimentation. Dans les pays occidentaux, on sait bien qu'il y a un régime hypercalorique, moins de fibres, ce qui a été prouvé que le régime riche en fibres diminue le risque de cancer colorectal. Donc, l'alimentation joue un rôle très important. La consommation d'alcool, le surpoids, l'obésité et le tabac, quelque chose qu'on ne parlait pas il y a quelques années, on parle de plus en plus aujourd'hui du tabac, et quelques facteurs de risque, outre comme le manque d'activité physique, les rayons et l'exposition professionnelle. Donc, on voyait que c'est la même chose, femme-homme, c'est la même chose, on ne distingue pas de sexe, un peu plus chez les hommes que les femmes, mais quel que soit le facteur de risque, on voit que c'est à peu près pareil, l'alimentation en premier jusqu'au tabac. Alors, il faut savoir que 80% de ces cancers, c'est des cancers sporadiques, parce qu'on se fiche souvent sur l'antécédent familial. Je n'ai pas de risque parce que je n'ai pas d'antécédent familial. C'est pas vrai, parce qu'il n'y a que 15% des cancers à risque familial, mais la majorité des cas, c'est des cancers sporadiques. Il faut toujours être le premier. Et 5% de cancers où on a le syndrome de Lynch ou les cancers génétiques. Donc, si on calcule en dehors des cancers à risque génétique, 95% des cancers sont diagnostiqués à plus de 50 ans et c'est des cancers sans facteur génétique associé. 80% de ces cancers, donc on a dit, sans risque connu, c'est sporadique. Alors, l'histoire naturelle d'un cancer du côlon, il faut savoir qu'une personne sur 5 va développer un cancer colorectal dans sa vie. Pas de panique, c'est pas 20% de personnes qui vont développer un cancer, mais quand on parle va développer, ça veut dire qu'il va commencer par un polype et il va terminer par un cancer. Alors, l'histoire naturelle commence par une muqueuse colorectale normale, on voit sur la photo, je ne sais pas si vous voyez bien les photos, 1,6% va développer un adénome qui est le polype bénin. Donc, sur 1000 adénomes, on va avoir un adénome avancé, c'est-à-dire le polype à haut risque, ce qu'on appelle la dysplasie de haut grade. Et parmi ces 20, il y en a moins qu'un qui vont développer un cancer. Donc, en gros, quand on parlait de 4%, un peu moins chez les femmes, 4% chez les hommes et 2% chez les femmes vont développer dans l'histoire naturelle le passage d'une muqueuse normale à un cancer colorectal. Je ne vais pas vous apprendre beaucoup de choses. Plus le stade est précoce, plus le traitement est simple et plus la survie est meilleure. Donc, les principes de dépistage organisé, c'est agir de manière précoce afin d'optimiser toutes les chances de guérison. C'est comme tout. Si on dépiste au stade précoce à une lésion précancéreuse, on l'enlève en coloscopie, donc on évite la transformation en cellules cancéreuses, premier symptôme, et bien évidemment, on évite le décès. Alors, les principes de dépistage, donc c'est en gros tout polype
peut saigner. Donc, le dépistage, c'est de récupérer les gens au stade de polype avant d'arriver au stade de cancer. Donc, le dépistage, donc, on va chercher le sang dans les selles, les traces de sang qui ne sont pas visibles, qu'on appelle le sang occulte, d'où ça vient le vieux nom du test qui s'appelait hémocculte. Et donc, on va chercher les anticorps spécifiques de l'hémoglobine humaine. Ce nouveau test, je laisserai Agnès parler tout à l'heure et les collègues. Que vous voyez, donc à l'époque, l'hémocculte, on va détecter du sang. Donc, des fois, si on mangeait un steak saignant la veille ou un peu de betterave, donc rouge, hop, on va tomber sur un test positif. D'où c'était la faiblesse de l'ancien test. Le nouveau test, c'est l'hémoglobine humaine. Ça veut dire qu'il y a du sang qui vient du corps humain. L'objectif, donc, de repérer le polype et avant qu'il arrive au stade de cancer, c'est-à-dire avant d'arriver au stade d'adénomada avancé. Et quoi qu'il en soit, même si on tombe, tant pis, on tombe sur un cancer, on va le récupérer au stade précoce avant qu'il y ait des métastases. Et donc, bien évidemment, on va diminuer la mortalité et l'incidence des cancers colorectaux. Donc, si on distingue selon les risques, on a 3 risques, le risque moyen, le risque élevé et le risque très élevé, qui est concerné là-dedans. Le risque moyen, où là, on va s'adresser au DO, au dépistage organisé. Donc là, on a toute population âgée entre 50 et 74 ans, sans symptômes, sans antécédents personnels ou familial, et sans facteur de risque particulier. Donc, comment on fait? Donc, dépistage organisé par le FIT, et c'est tous les 2 ans. Quand on passe à la catégorie de risque élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute personne qui a un antécédent de polype ou de cancer, que ce soit de personnel ou familial de premier degré. Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les maladies inflammatoires intestinales, maladies de Crohn ou rectocolite hémorragique. Et là, on va dépister par un dépistage individuel, c'est-à-dire par coloscopie. On ne peut pas proposer à ces personnes-là de faire le test fécal. Et quand on passe au risque très élevé, c'est-à-dire les gens qui ont des polyposes ou le syndrome de Lynch, qu'on l'avait dit tout à l'heure, là aussi, on va même rajouter sur la coloscopie la chromo-endoscopie, c'est-à-dire la coloration via la coloscopie, et une consultation oncogénétique, parce qu'on sait qu'il y a un risque important de développer un cancer avant l'âge prévu et pour toute la branche familiale. Donc, notre objectif, c'est de réduire le nombre de décès, donc réduire la mortalité, réduire le nombre de nouveaux cas, donc réduire l'incidence et ça rentre dans la prévention, atteindre un minimum de 65% de taux de participation et réduire les inégalités d'accès au dépistage. On sait qu'on est un peu mauvais, Agnès, je pense qu'elle va parler tout à l'heure, de taux de participation qui ne dépasse pas 30 à 34% dans notre région. Je pense qu'il y a aussi même des autres régions en France, c'est les chiffres nationaux en France. Pourquoi on a ciblé 50 à 74 ans? Alors, pour une raison très simple, on l'avait dit tout à l'heure que 95% des cancers concernent les gens de plus de 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant 50 ans, on ne peut pas avoir un cancer, ça ne veut pas dire qu'on est vieux après 75 ans. Il y a aussi toujours cette proposition de dépistage individuel si on pense qu'il y a un risque après 75 ans et avant 50 ans. Donc, c'est un cancer à progression lente. Donc, ça se développe sur 10 ans, comme on a vu tout à l'heure, les polypes. Le temps que le polype dégénère et devient un cancer, il peut se passer 5 à 10 ans. Donc, on est un petit peu tranquille. Après 75 ans, on peut toujours discuter des risques des coloscopies, quoi qu'il en soit, la population vieillit. On avait déjà discuté à l'échelle régionale et nationale dans nos congrès et avec les mancas pour étendre l'âge à 80 ans ou peut-être le baisser à 45 ans. Pour le moment, on reste à ces chiffres-là, 50 à 74. Ce n'est pas encore autorisé de proposer un test au-dessus ni en dessous. Et toutefois, la réalisation de dépistage individuel par une coloscopie, toujours possible, en discussion avec le médecin, s'il y a des facteurs de risque, ou si on pense que la personne, même à 78 ans,
ou à 79 ans, 80 ans, si elle est en forme, elle supportera une coloscopie, mais on y va. Alors, bien évidemment, on a une meilleure survie grâce au dépistage précoce, plutôt détecté, plutôt guéri. Donc, vous savez, le cancer du côlon, si on le détecte au départ, ça guérit super bien. Donc, il vaut mieux avoir un cancer du côlon qu'un cancer du pancréas, parce qu'un cancer du côlon, s'il est au départ dépisté, traité par chirurgie, même avec une chimiothérapie post-op, si la classification montre qu'il y a des ganglions ou il y a des métastases, on va dire très peu de métastases, il y a un taux de survie qui est correct par rapport aux autres cancers. Alors, si on regarde les chiffres, vous voyez 90% de survie à 5 ans quand on a uniquement la tumeur sans métastase. Quand on a des ganglions, on atteint même 72%, c'est déjà très bien. Mais quand on a des métastases, là, on est à 14%, quelque chose qui n'existe pas pour les autres cancers, tout de même. Même avec les métastases, on n'est pas si mauvais que ça, mais vaut mieux arriver au stade précoce, c'est-à-dire au stade limité, et récupérer plus de 90% des cas. Alors, ça sort des cahiers de charge. Donc, ce qui sort, c'est les gens exclus. C'est quand on a un risque élevé, on radote, on répète, c'est-à-dire tout antécédent personnel d'adénome ou de cancer, toute maladie inflammatoire intestinale, tout antécédent familial de premier degré d'adénome de plus d'1 centimètre. Et c'est bien là, il n'y a pas le critère vileux, ne sort pas. Et tout antécédent familial de cancer colorectal de premier degré avant 65 ans et ou 2 parents ou plus de premier degré, quel que soit l'âge. Donc, ces gens-là n'ont pas à rentrer dans le DO, mais ils vont dans le DI, le dépistage individuel. Les cas particuliers qui ne relèvent pas de dépistage, donc toute personne qui présente aussi une symptomatologie évocatrice d'un cancer du côlon. Alors, généralement, vous le savez, la présence de sang non occulte mais visible, sang rouge ou noir dans les selles, les douleurs abdominales d'apparition récente et surtout après 50 ans, d'une manière inexpliquée. Pas une douleur chronique qui traîne depuis 20 ans, une douleur récente et de troubles de transit récents, surtout apparition d'une constipation inhabituelle, ainsi que des faux besoins et un amaigrissement inexpliqué. Là, on adresse directement le patient au médecin et au gastro-entérologue éventuellement pour une coloscopie diagnostique. Les patients à risque moyen, comme on l'a dit, dans quel cas il ne faut pas différer le test. Donc si le test est positif, il est inutile de le refaire. D'ailleurs, si j'ai bien compris, le laboratoire ne le refait pas. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas refaire le test une deuxième fois. Il faut que le patient aille voir un gastro-entérologue pour faire une coloscopie. Alors, si la coloscopie elle a moins de 5 ans, il est inutile aussi de la refaire. Si le patient a déjà eu un coloscan, une coloscopie incomplète, donc là on revient sur 2 ans. Et s'il a déjà fait un test il y a 2 ans, on le refait. Donc tout test positif égale coloscopie. Si le patient a déjà eu une coloscopie de moins de 5 ans, on ne le refait pas. Donc, une personne a le droit de refuser ce dépistage, mais elle doit le notifier sur l'invitation. Et si elle a notifié son refus de faire le test, elle sera inéligible définitivement. Donc, les recommandations, pour conclure, les recommandations pour le dépistage organisé du cancer colorectal en France, c'est donc après une évaluation du niveau de risque, pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen, comme on vous les a montré, de développer un cancer colorectal. Il faut donc réaliser un test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles tous les 2 ans. Et en cas de résultat positif, donc, une coloscopie de diagnostic doit impérativement être réalisée.
Alors, je reviens rapidement effectivement sur les taux de participation au DECCR. Donc, on a commencé donc le dépistage. Alors, même on était département pilote en Essonne. Donc, on a commencé en 2003. Ça, c'est les taux de participation nationale. Donc, on est resté sur la barre de au maximum 34% de participation nationale. Il y a eu une baisse au moment du changement de programme, c'est-à-dire du changement de test, quand on est passé du test Hémoculte 2 au test FIT, immunologique donc, et on espérait une augmentation de 10 à 15% de la participation, de 10 à 15 points de la participation avec ce nouveau test, plus sensible, plus spécifique et plus facile à faire. Et malheureusement, malgré tout, le taux de participation reste inférieur aux recommandations européennes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a un minimum de recommandations européennes, c'est le minimum acceptable, c'est 45%, et recommandé, c'est un taux de participation d'au moins 65%. Donc, comme on le disait en introduction, c'est pour cela qu'il y a eu un choix d'élargir les façons de proposer ce test. Donc, le CRCDC, c'est très compliqué à dire. Je vois que mes collègues ont eu du mal à prononcer cet acronyme un peu compliqué, qui s'appelle, en fait, c'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. En gros, dans chaque région de France, il y a une structure régionale qui est en charge du dépistage des cancers et il y a des antennes territoriales qui agissent au niveau de chaque département. Donc, nos missions, c'est de mobiliser les populations et lutter contre les inégalités. Donc, pour cela, pour mobiliser les populations, on envoie des lettres d'invitation et de relance aux hommes et femmes de 50 à 74 ans, donc en fonction des critères. Donc, s'ils ont fait un test et qu'il était négatif 2 ans après, si on sait qu'ils ont fait une coloscopie qui était négative, on les réinvite 5 ans après. Et toutes les personnes qui nous ont donné des exclusions, évidemment, on ne va pas les réinviter. On envoie donc une relance 4 mois après l'invitation s'il n'y a pas eu de retour de la personne. Et on envoie des relances avec test pour les personnes qui ont déjà participé à une campagne et qui n'ont pas répondu à la campagne suivante, à l'invitation et à la relance. Donc, le but aussi, c'est de mettre en place des actions sur le territoire avec les différents partenaires pour essayer de toucher les populations loin du dépistage. Notre rôle aussi, c'est de mobiliser les professionnels de santé impliqués dans le dépistage. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, et de faire un retour d'information vers les professionnels de santé sur le nombre de personnes qu'ils ont dépistées et les retours sur les résultats de ces dépistages. Notamment, on fait un retour auprès des médecins généralistes et des gastro-entérologues pour l'instant par rapport à ce dépistage. On a aussi une mission d'évaluation, donc de recueil des résultats, à la fois des tests immunologiques et des coloscopies. Et on relance les gens pour s'assurer qu'ils vont jusqu'à la coloscopie. On envoie jusqu'à 3-4 relances aux médecins et aux patients jusqu'à ce qu'on ait le résultat. On recueille les exclusions. On suit la qualité des pratiques et du programme. On a aussi comme rôle de gérer les bases de données du programme, de remonter des données d'activité vers les tutelles et vers Santé publique France qui est chargée de l'évaluation nationale. Et enfin, de mettre en place et en œuvre des expérimentations et de la recherche pour améliorer le programme et améliorer la participation au programme. Alors, c'est un programme national où les entreprises donc qui ont été ont été notifiées par ces notifications de la CNAM. Donc, les kits de dépistage que vous pouvez commander via Amélie Pro, on en reparlera tout à l'heure, sont traités par l'entreprise Dakalapa, qui est une entreprise aux Pays-Bas. Et donc, il faut savoir que le délai de livraison des tests à partir de la commande est d'environ 1 mois pour les recevoir. Et l'analyse de l'ensemble des tests de dépistage se fait au laboratoire Cerba pour toute la France. Et c'est pareil, le patient reçoit ses résultats à peu près, il y a une quinzaine de jours pour pouvoir recevoir les résultats de ce test. Alors, comment se présentent les kits de dépistage donc, que vous allez recevoir? Alors, les kits sont constitués d'une enveloppe dans laquelle vous allez trouver un kit en 3 volets. Donc, un premier volet où il y a un mode d'emploi, un deuxième volet au milieu où il y a une fiche d'identification et un dispositif permettant le recueil des selles. Et le volet 3 comprend donc au milieu le test lui-même, le tube de prélèvement, le sachet de protection et une enveloppe retour pour le labo.
Donc, l'enveloppe, voilà, l'enveloppe, il y a une languette détachable pour une ouverture facile du kit. Ce qui est très important, c'est que sur l'enveloppe, vous trouverez la date de péremption et le numéro de lot de kit. C'est très important de vérifier les dates d'expiration de l'eau. En effet, ce test a une péremption courte qui est d'1 an et demi. La date qui est indiquée, donc c'est un mois-année, et c'est la fin du mois qui indique la date de péremption. Donc, il faut prévoir un peu large parce que les gens ne le font pas le lendemain du jour, forcément du jour où vous leur avez remis. Et c'est très important parce que de vraiment vérifier, de sensibiliser le patient par rapport à ça. Enfin, oui, parce que en fait, si le test est périmé, le test ne sera pas lu par le laboratoire. Ça sera un motif de non analysable et c'est le second motif le plus important. Comment se présente le kit? Donc voilà, il y a donc un petit tube. Il y a un tampon qui va permettre de conserver l'échantillon jusqu'à l'analyse et il y a la tige de prélèvement avec une extrémité striée qui permet la collecte de l'échantillon de sel. Alors, c'est bien important d'expliquer que le test est comme ça parce que bon, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, qui avaient l'impression qu'il y avait une partie du kit, du truc qui n'était pas partie parce qu'ils voyaient un tampon. Donc bien leur dire que voilà, c'est la tige de prélèvement. Ensuite, alors ce qui est très important, c'est qu'il y a des étiquettes à coller sur le tube de prélèvement. Donc il y en a déjà un qui est mis, mais sur celui-là, il y a deux solutions. Soit le patient est venu avec des étiquettes préemplies, donc avec sa lettre d'invitation. Et dans ces cas-là, vous trouverez une petite étiquette où il y a déjà ses coordonnées. Donc il faut qu'il décolle cette étiquette, qu'il la colle sur l'étiquette déjà en place sur le tube et qu'il indique la date de réalisation du test. Si jamais il n'a pas reçu il ne vient pas avec son invitation et qu'il n'a pas reçu l'invitation, à ce moment-là, il faut prendre la petite étiquette qui se retrouve sur la fiche d'identification et qui est décollable. Il faut qu'il la colle sur l'étiquette qui est déjà sur le tube et qu'il la complète à la main avec son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale et la date de réalisation du test. Donc, voilà comment se présentent les invitations que reçoivent les personnes. Donc, sur cette invitation, en fait, il y a deux étiquettes, une qui sera collée sur la fiche d'identification et une qui sera collée sur le tube. Donc, la grande sur la fiche d'identification, elle a été retirée là, et la petite sur le tube. Au verso de cette lettre, il y a un questionnaire pour vérifier que la personne est éligible. Et donc, que la personne peut nous retourner dans une enveloppe T qui est envoyée avec la lettre d'invitation si jamais elle n'est pas éligible pour qu'on la réinvite au bon moment et qu'on évite de la relancer. Donc, il y a un mode d'emploi qui est assez simple avec les informations essentielles et toutes les étapes du test. Il y a aussi si les gens veulent le voir, il y a un QR code qui permet d'accéder à une vidéo qui explique la réalisation du test en pratique. Elle est très bien faite par un comédien et donc avec humoristique et ça permet aux gens d'être assurés par rapport à la façon de faire le test. Donc ensuite, il y a cette fiche d'identification qui est très importante. La partie en bleu concerne l'identification de la personne et la partie en jaune, l'identification du médecin. Donc, cette fiche d'identification est envoyée avec le prélèvement dans l'enveloppe du retour au laboratoire, très important. Donc, si la personne est venue avec sa lettre d'invitation ou a reçu sa lettre d'invitation, elle prend la grande étiquette qui est sur la lettre d'invitation et elle la colle dans l'espace prévu pour. Si jamais elle n'a pas reçu d'invitation, elle complète toutes ses coordonnées à la main dans l'espace prévu pour. Ce qui est important, c'est voilà l'étiquette. Si jamais la personne n'a pas d'invitation, c'est l'étiquette là qui est en bas, qui a collé sur le tube. Et ce qui est très important, c'est de compléter là l'identification du médecin qui reçoive le test de dépistage. Donc, il y a possibilité d'identifier deux médecins, mais il faut mettre en priorité le médecin qui pourra s'assurer du suivi si le test est positif, parce que c'est vraiment le rôle du médecin ensuite de suivre ces patients qui ont un test positif. Voilà, si jamais il y a quand même le patient veut que les résultats soient envoyés à un second médecin, il y a une possibilité de mettre là les coordonnées du second médecin.
Alors, il y a avec le kit de dépistage un dispositif de recueil de sel. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut dire aux gens qu'il faut uriner avant de recueillir les sels, parce qu'il ne faut pas que la sel soit mélangée avec de l'urine. Donc, c'est un espèce de dispositif qui peut se coller sur la lunette et qui ensuite est jetable dans les toilettes. Alors, il y a quand même une limite à ce dispositif pour l'avoir testé, c'est qu'il n'est pas très résistant. Et en pratique, on peut conseiller aux gens de prendre une petite bassine aussi pour le recueil des sels. C'est parfois plus simple que ce dispositif de recueil. Il y a un sachet de protection qui est un sachet rigide qui a pour but donc d'amortir les chocs et de résister au traitement par la poste. Et donc, il faut le mettre dedans, le fermer et ensuite le mettre dans l'enveloppe T de retour. Donc, dans une enveloppe préaffranchie, l'adresse du laboratoire analyse du test est inscrite en fonction de la localisation de la personne. Donc, ça sera pour ici Cerba. Il faut bien qu'il pense à mettre la fiche d'identification, le tube dans le sachet de protection et il faut le poster au plus tard 24 heures après la réalisation du prélèvement. Jamais le samedi ni la veille d'un jour férié parce que, en fait, si jamais il arrive avec un délai trop long, il ne sera pas analysable, il sera rejeté comme non analysable par le laboratoire. Il faut savoir qu'actuellement, c'est le premier motif le plus important de non-analyse d'un test par les laboratoires. Je crois que j'ai oublié, je vais revenir, excusez-moi, sur cette diapo-là, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas précisée. Au moment du recueil de sel, le sang, comme le sang, c'est du sang qui est de la paroi, l'important, c'est de faire le prélèvement vraiment en superficie de la selle. Il ne faut pas aller à l'intérieur, il faut vraiment frotter sur la superficie 2 ou 3 fois, mais vraiment voilà, de manière superficielle en faisant des espèces de stries jusqu'à ce que toute la partie striée soit bien recouverte de sel. Excusez-moi, j'avais oublié de préciser ça. Voilà. Donc, le laboratoire Cerba va analyser le test. Et il y a 3 types de résultats. C'est un test semi-quantitatif, mais les résultats sont donnés aux patients en termes qualitatifs. Donc, soit le résultat est négatif, ça veut dire que la personne sera réinvitée 2 ans plus tard, mais il faut bien lui dire que en cas de symptômes, dans l'intervalle des 2 ans, les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, elle n'hésite pas à consulter. C'est mis aussi dans le courrier de résultat qu'on va lui envoyer. En cas de résultat positif, donc le résultat est adressé au médecin par courrier suivi avant d'être envoyé au patient. Et c'est très important parce que là, ça va être une prise en charge pour faire une coloscopie relativement rapidement. Ou le test peut être non analysable. Donc, c'est notamment les 2 cas, mais il y en a d'autres qui existent. Donc, c'est soit le délai de péremption est dépassé, soit le délai entre la date du test et la réception est de plus de 7 jours. Et il peut y avoir des prélèvements, pas assez de sel ou d'autres critères. Donc, dans ces cas-là, il va recevoir une lettre disant que le non est analysable et dans un délai d'1 mois, il va recevoir un nouveau kit. C'est pas à vous de lui donner par la poste qui va l'envoyer directement. Donc, vous n'avez pas à refournir un test à quelqu'un qui aurait reçu un résultat non analysable. Les résultats sont envoyés alors aux médecins qui sont renseignés sur la fiche d'identification, par courrier ou par serveur ou messagerie sécurisée. Alors, les nouveautés, c'est qu'en fait, ils le reçoivent par courrier uniquement si c'est positif. Les négatifs, ils les reçoivent par serveur ou messagerie sécurisée. Aux participants par courrier, mais ils peuvent aussi lorsqu'ils font le test, aller sur le serveur sécurisé avec un code d'accès. Enfin, ils peuvent demander à recevoir leur test par serveur sécurisé. Et au CRCDC, où nous, on les reçoit par serveur ou messagerie sécurisée, on les importe dans notre base de données, donc tous les jours. Voilà. Et le médecin sera contacté par le CRCDC pour le suivi du patient en cas de test positif. Donc, c'est vraiment le rôle du patient. C'est pas votre rôle de suivre les patients ayant un test positif. Alors, en cas de test positif, une coloscopie doit être réalisée de manière systématique pour découvrir l'origine du saignement. En effet, alors cette coloscopie, elle a 2 buts. Une visée diagnostique qui va permettre de détecter des cancers ou des lésions précancéreuses, des adénomes.
mais aussi de soins parce qu'on pourra directement, pendant la coloscopie, faire une exérèse des adénomes. Donc, du coup, il n'y aura plus rien à faire derrière. Donc, en fait, à la fois, on fait le diagnostic et on traite en même temps. La sensibilité de ce test est de 95%, donc très bonne sensibilité. Les risques liés à la coloscopie sont devenus maintenant très faibles. C'est des risques de perforation, des risques infectieux bactériens donc, qui sont de très faibles. Et en 2018-2019, pour 1000 tests de dépistage lus, il y a 10 polypes à risque trouvés et 2 cancers colorectal. Et quand on fait une coloscopie après un test positif, il y a simplement un tiers des cas où les coloscopies s'avèrent normales. Il y a 10% de cancers qui sont trouvés suite à une coloscopie positive et à peu près 60% de polypes, dont une partie à risque et une partie qui sont des petits polypes. Mais donc vraiment, voilà, il y a le retour de la coloscopie est très très performant. Donc le site de commande, c'est le site de commande Amélie Pro ou que vous utilisez pour d'autres commandes et sur lequel vous avez eu un nouvel item qui a été rajouté, c'est commande de kits. Donc, je vous conseille de ne pas commander trop de kits à la fois parce que, à cause du délai de péremption qui est, donc, comme on a dit, pas très long, c'est pas la peine de garder des kits et puis après de devoir les jeter à cause de la date de péremption. Alors, rapidement à nouveau, le rythme des invitations et relances. Donc, à T1, on envoie une invitation. Les personnes, quand elles reçoivent cette invitation à réaliser le test, elles peuvent récupérer le kit de dépistage, soit c'est leur médecin, soit dans les officines participantes, soit depuis mars 2022 en commandant en ligne sur le site monkit.fr qui est géré par la caisse primaire, enfin non, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Si on n'a pas eu de retour, soit de test fait, soit de réponse postale disant que la personne n'est pas éligible, la personne va être relancée à 5 mois et il y aura ensuite une seconde relance à 12 mois plus tard. Et si la personne a déjà participé à l'une des 3 campagnes précédentes, elle recevra un kit qui sera adressé à son domicile avec la seconde relance. Et à 24 mois, il y aura de T1, il y aura une nouvelle invitation, sauf si le test précédent était positif. Donc, ce que je vous disais, le kit de dépistage, on peut l'obtenir soit par le médecin traitant, soit par le gastroentérologue, soit un gynécologue, soit un pharmacien, donc par tous ces professionnels de santé, et par le CRCDC et par le site de commande monkitdépistagecolorectal.fr. Voilà. Je passe la parole au docteur Goncalves. Voilà. J'en ai plus. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, probablement. Voilà, donc on va dire en synthèse, puisque ça fait beaucoup d'informations et parce que ça peut donner l'impression que la procédure est un peu lourde. En pratique, c'est assez simple. S'il fallait synthétiser d'un point de vue pratico-pratique, ce qui est attendu par le pharmacien d'officine. Donc, il y a une première étape qui est une étape de repérage, d'information et de réorientation. Donc, ce qui consiste au départ, donc, comme on l'a vu avec le questionnaire qui est détaillé au dos du formulaire et puis que vous retrouverez également sur le diapo, le niveau de risque des personnes. Donc, en gros, ça revient en fait à vérifier leur éligibilité. Donc, s'assurer qu'ils n'ont pas déjà de suivi particulier par coloscopie, pas d'antécédents personnels ou familial de polype ou de cancer et pas de signes digestifs en cours, donc de saignement, de sang rouge ou de sang noir ou de troubles digestifs récents inhabituels. Ensuite, éventuellement également repérer dans le cadre de sa pratique les personnes qui pourraient être concernées par le dépistage afin de leur proposer le kit si la personne ne le fait pas elle-même spontanément, donc pour les personnes entre 50 et 74 ans, d'avoir éventuellement cette démarche d'aller vers et de solliciter est-ce qu'ils sont dans un parcours de dépistage. Et puis, pour les personnes dont on repère par le biais de l'interrogatoire qui ne sont pas éligibles, de les réorienter, donc qui ne sont pas éligibles au dépistage organisé, mais de les réorienter vers leur médecin référent, leur médecin traitant, pour qu'ils puissent bénéficier d'un dépistage individuel.
pardon, je vais tenter de parler un petit peu plus fort. Voilà, donc ça c'est pour la première étape de repérage et d'information. Ensuite, la deuxième étape principale, c'est l'étape d'explication et de démonstration. Donc, je peux vous dire personnellement comment je fais. Je trouve que c'est assez simple. Ça reprend les éléments du diaporama. Je trouve que c'est assez simple en fait d'ouvrir le kit devant la personne et de lui présenter déjà les éléments. Le premier bloc où il y a effectivement le visuel qui explique bien, qui récapitule pour que les gens puissent s'y référer à la maison un doute. L'ensemble des composants, donc la deuxième partie avec la fiche de renseignement, le tube de prélèvement et la troisième partie avec les enveloppes. Ensuite, en pratique, expliquer à la personne comment remplir la fiche d'identification. Le cas de figure le plus courant et le plus simple, c'est quand la personne vient directement avec sa fiche de renseignement. Et à ce moment-là, soit ils remplissent tous les éléments à la main, soit je trouve c'est assez simple de en fait prendre les étiquettes soi-même. Moi, c'est ce que je fais. Je prends la grosse étiquette et je la colle sur la fiche de renseignement. Je prends la petite et je la colle sur le tube. Et je mets un coup de stabilo sur la fiche de renseignement. En haut de la fiche, il y a un onglet date et coordonnées. Et je mets un coup de stabilo puisque c'est les seuls éléments qui ne figurent pas sur la grande étiquette. Donc, comme ça, c'est visuel et ça leur permet de rappeler les éléments importants qu'ils devront, eux, consigner. Et pareil, un coup de stabilo sur l'étiquette du tube de prélèvement où il faudra préciser la date. Voilà. Ensuite, faire la démonstration explicative, on va dire, de comment on fait le prélèvement avec des éléments très pratico-pratiques, effectivement, qui ont déjà été cités précédemment. Donc, l'absence de mélange entre les selles et les urines, le petit papier pour le prélèvement. Et ensuite, comment il faut mettre le petit tube dans l'enveloppe avec la fiche de renseignement et l'envoyer dans les 24 heures. Un élément qui est très important également dans le rôle qui sera le vôtre, c'est de communiquer, donc c'est-à-dire de faire le relais d'information en informant le médecin traitant de cette délivrance ou alors de l'absence de critères d'éligibilité, et donc du fait que vous le renvoyez vers son médecin, et puis informer des mêmes éléments le CRCDC. Voilà, donc sur les principaux messages clés, avant de remettre le kit, voilà, on arrive rapidement à standardiser un petit peu son discours en expliquant voilà, que c'est un test très rapide, très simple, qu'on propose tous les 2 ans tant qu'il reste négatif, entre 50 et 74 ans. C'est un seul prélèvement unique, donc c'est très simple, et c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, donc il n'y aura aucun paiement à prévoir. L'avantage de ce dépistage, c'est effectivement de repérer essentiellement les lésions précancéreuses ou alors cancéreuses à un stade ultra précoce où, comme il a été dit, le pronostic de la maladie est extrêmement favorable. Et ensuite, on peut parler des limites, effectivement, sur le fait, moi j'appuie souvent sur le fait que ce n'est en aucun cas un test de certitude. La certitude, c'est la coloscopie, donc en disant qu'il peut y avoir des faux positifs comme des faux négatifs, et en tout cas, en cas de positivité, ça ne signe pas d'emblée la présence d'un cancer, et il faudra uniquement, par contre, s'orienter vers son médecin pour être orienté vers un gastro-entérologue pour réaliser une coloscopie. Ensuite, sur les autres messages clés en fait que vous pourrez transmettre en synthèse, donc c'est effectivement de systématiquement bien vérifier la date de péremption sur l'enveloppe que vous allez remettre, de bien informer la personne ou l'aider à renseigner sa fiche d'identification. Donc le plus simple, c'était en collant les étiquettes et ensuite le coup de stabilo sur la date de prélèvement et le numéro de téléphone. Voilà, donc coller la grande étiquette, compléter si l'étiquette autocollante sur le tube également, donc le coup de stabilo pour mettre la date, bien renseigner le nom du médecin traitant puisque c'est lui qui sera destinataire du résultat, et donc il ne faudrait pas que la personne se retrouve avec un test positif sans que son médecin référent soit informé et puisse ensuite organiser la prise en charge qui doit en découler, de bien respecter les modalités de prélèvement, de l'envoyer dans les 24 heures, de ne surtout pas donner son test à quelqu'un d'autre,
puisque ça doit faire vraiment l'objet d'une évaluation individuelle, qui est celle que vous réalisez dans le cadre de votre entretien avec eux à l'officine. Voilà, de bien vérifier que l'on a bien remis dans l'enveloppe retour la fiche d'identification et le tube, et de l'envoyer vraiment dans les 24 heures, donc éviter les samedis et les veilles de jours fériés. Voilà, pour les informations qui sont importantes également à transmettre, c'est que les résultats sont édités sous une quinzaine de jours, que le patient et son médecin seront destinataires du même contenu de résultats. En cas de résultat positif, effectivement, il faudra réaliser une coloscopie, donc il faut s'orienter vers son médecin. En cas de symptômes ou de risque personnel, il ne faut pas réaliser le test. Il faut vraiment une évaluation médicale d'emblée pour évaluer quel est le type de dépistage personnel le plus adapté. Et dans la partie, donc après le repérage, l'information, la démonstration, donc on a dit qu'une autre de vos missions importantes, c'est la communication. Il faut vraiment que ce temps de dépistage s'inclue dans un parcours de santé. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment que cette remise soit accompagnée d'une transmission d'informations à la fois vers le CRCDC et à la fois vers le médecin référent. Donc vers le CRCDC, l'information, le retour d'information, donc il se fait soit que la personne soit éligible et qu'on lui a remis un kit, soit qu'elle est inéligible et pour quel type de motif. Et vers le médecin traitant, elle se fait par messagerie sécurisée, donc pour les mêmes informations, soit personne inéligible et donc vous le renvoyez vers lui, soit personne éligible et remise du kit. Alors, je vais vous parler rapidement donc pour communiquer les informations au CRCDC. Nous avons actuellement un outil qui a été mis en place pour les médecins et qui va être ouvert dans les 15 jours à venir pour les pharmaciens. Donc, c'est le site Néonet Île-de-France. Donc ça concerne que les pharmaciens d'Île-de-France. Pour les pharmaciens des autres régions qui suivent la formation, il y en a quelques-uns. Il faudra vous tourner vers votre CRCDC régional pour voir les modalités de votre région. Donc, pour vous connecter à Néonef Île-de-France, à l'issue de la formation, on vous enverra sous 15 jours, 3 semaines, par 2 mails séparés, un identifiant et un mot de passe qui permettront de vous connecter au site. Attention de bien respecter les majuscules et les minuscules. Ensuite, vous cliquez sur Valider. Vous avez là les contacts des différents CRCDC et puis vous allez en fait faire une recherche rapide. Donc, soit vous pouvez faire une recherche rapide par le numéro de sécurité sociale et le sexe de la personne, soit faire une recherche avancée en mettant nom, prénom, date de naissance, puis cliquer sur Rechercher. Et du coup, le site va vous permettre de connaître le statut de la personne. Donc, s'il y a une croix rouge, ça veut dire qu'elle est non éligible, donc il ne faut surtout pas lui remettre un test. On peut avoir un éligible à partir de, par exemple, quelqu'un qui a fait un test il y a moins de 2 ans, on vous dira bah, cette personne sera éligible dans 6 mois, donc il faut qu'elle revienne dans 6 mois. Ou elle a fait une coloscopie, mettons, il y a 4 ans, et elle sera éligible à partir de l'année suivante. Donc, il y aura une date, et donc vous dites à la personne, ben non, pour l'instant, ce n'est pas le moment de faire le test. Et si elle est éligible au dépistage, à ce moment-là, on va voir, on va voir un signal vert. Et là, vous pourrez soit saisir la fiche d'inclusion-exclusion, et enfin, vous pourrez ouvrir, vous allez pouvoir ouvrir la fiche d'inclusion-exclusion. Donc, si la personne est inclue, vous pouvez mettre test immunoremis coché là. Et si la personne souhaite qu'on lui envoie des étiquettes, vous pouvez aussi le cocher. On lui enverra on peut leur envoyer des étiquettes, mais elle peut aussi remplir le document à la main. S'il y a des exclusions temporaires, donc il faut compléter pourquoi elle est exclue temporairement. Et il y a des exclusions définitives pour les exclusions pour lesquelles le patient ou la patiente ne pourront plus être réinvités. Voilà, vous avez donc on va vous les créer à l'issue de la formation et là vous avez les contacts avec les CRCDC. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez nous contacter. Donc pour le 91, c'est contact91@dépistagecancer.ile-de-France.
Et il y a aussi, alors, on va vous envoyer comme outil, donc on va vous envoyer lundi ou mardi à la fois le PDF de la formation, mais aussi des outils pour notamment la vidéo 1K que je ne vais pas vous montrer là, mais que vous avez intérêt à regarder pour faire le dépistage, des modèles de questionnaires d'exclusion. Et il y aura dans un deuxième temps des affiches qu'on attend que l'INCa nous fournisse. Voilà, donc en conclusion, il faut toucher plus de personnes en faisant appel à un professionnel de santé de proximité, c'est votre rôle. Vous avez un rôle complémentaire du médecin et l'objectif, c'est que 65% de la population participe. Voilà, et enfin, vous pouvez nous contacter, il y a un seul numéro vert, le 0800 73 24 25. Voilà, nous vous remercions de votre attention et maintenant, il va y avoir un temps pour répondre aux questions que vous avez posées dans le chat et que vous pouvez poser encore si vous avez des questions. Je voulais juste revenir sur 3 points avant les questions. C'est dans les messages à faire passer aux gens, c'est très important de leur dire donc que ce cancer, c'est un cancer qui, s'il n'est pas pris à temps, est très meurtrier, et surtout qui ne donne pas de signes cliniques. Et quand il y a des signes cliniques, en général, c'est trop tardif. Voilà, qu'il faut garder le test à température ambiante. Excusez-moi. Et voilà, le test ne se met pas au frigidaire, hein, il se garde à température ambiante. Et puis, vous pouvez, plutôt que de rouvrir et de fermer le test, à chaque fois, en fait, garder un test de démonstration pour éviter de devoir tout remettre dans l'enveloppe. C'est plus rapide parfois d'avoir un test déjà ouvert que vous montrez au patient. Voilà, le dernier point que je voulais vous dire, c'est que donc vous recevrez le questionnaire de post-formation mardi prochain parce que la personne qui s'occupe de ça est absente aujourd'hui et elle pourra pas. Elle m'a dit qu'elle pourrait pas vous les envoyer avant mardi. Et nous enverrons par un autre mail le PDF de cette formation ainsi que différents éléments, dont le lien pour le film. Voilà, si jamais mardi, en fin de journée, vous n'avez rien reçu, pensez à aller voir dans vos indésirables, parce que comme c'est des envois en nombre, parfois ça peut aller dans les indésirables. Voilà, donc maintenant place aux questions. Alors, pour les questions, on a une première question donc, qui a été posée pendant la présentation, qui était si le patient n'a pas de médecin traitant, peut-il aller voir directement un gastro-entérologue, même s'il ne le connaît pas? Les spécialistes seront-ils d'accord? Je laisse Maëzen répondre. Je pense que oui, on ne va pas refuser à un patient qu'il a un test positif, bien évidemment. On le voit et on lui fait sa coloscopie. À ce titre, à titre d'information, on pourra le diffuser également si vous le souhaitez dans les documents supports qui seront à votre disposition. Pour les pharmaciens donc, qui travaillent sur le territoire de la CPTS, la CPTS avait créé en lien avec le CRCDC à l'occasion de Mars Bleu un flyer justement des professionnels ressources, dont des gastro-entérologues du territoire et en proximité du territoire, avec leurs coordonnées afin d'avoir voilà, les coordonnées de proximité pour les personnes qui auraient besoin. Après, bon, effectivement, sachant que l'idéal, si on se place du côté du parcours de soins coordonnés, c'est pouvoir effectivement être orienté par son médecin traitant. Donc, c'est une vraie problématique, effectivement, les personnes qui n'ont pas de médecin traitant référent, sur laquelle la CPTS travaille activement, donc avec une filière d'accès médecin traitant qui est en train d'être travaillée actuellement et sur laquelle on pourra communiquer bientôt avec des outils qui pourront être mis à votre disposition pour justement pouvoir orienter les patients qui seraient sans médecin traitant, pour les orienter vers les patients qui acceptent la prise en charge de nouveaux patients. Voilà, ensuite il y avait une seconde question. Alors, qui était je ne comprends pas quand est-ce qu'on doit communiquer avec le CRCDC. Alors, en fait, c'est au moment où vous allez remettre le test, il faut que vous ayez l'accès au site d'éligibilité et c'est pour tous les patients que vous voyez, qu'ils soient éligibles ou non éligibles, il faut aller remplir ce document pour que nous, on ait l'information. C'est vraiment important pour le suivi des patients.
Et puis pour les inviter au bon moment et ne pas réinviter des gens qui doivent être exclus. Il y a une autre question également. Est-ce que le test est à facturer à la sécurité sociale ou est-ce que la remise se fait sans facturation? Y a-t-il rémunération pour le pharmacien? Alors, je ne sais pas si M. Moreau veut répondre ou s'il veut que je réponde. Allez-y, répondez, je compléterai. D'accord. Donc, en fait, il y a une facturation, c'est écrit dans le document de la Convention. Après, comme la CEPAM, il y a des personnes de la CEPAM qui sont là, peut-être qu'elles veulent aussi répondre. Donc, en fait, il y aura une facturation à 0,1 centime pour qu'il y ait une traçabilité. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises au niveau de la CEPAM, mais c'est ce que j'ai compris. Et donc, la première année, il y aura une rémunération par test remis qui sera de 5 € par test remis, mais qui sera payée en 2022. Et à partir de début 2022, il y aura une partie pour la remise du test et une part, donc je crois qu'il sera, enfin je sais pas, je veux pas m'avancer sur des chiffres, mais une partie pour la remise du test et une partie qui sera liée au fait que la personne a réalisé le test. Voilà. Oui, alors moi normalement bonjour, moi je représente la CEPAM et j'ai normalement Sonia, ma collègue, qui a toute la documentation à côté d'elle, qui va pouvoir vous répondre. Oui, donc effectivement, ce sera bien la première année, en fait, au premier trimestre de l'année N+1, un forfait qui comprend 5 € par remise de test. Et la seconde année, ce sera 3 € pour la remise du test et 2 € pour la lecture du test. Et par contre, il faudra bien effectivement utiliser le code traceur RKD pour qu'on puisse retrouver le nombre de tests qui a été remis par les pharmaciens. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est suffisamment clair. De toute façon, je pense qu'on fera une information CEPAM par le biais des infos PS que vous devez connaître, puisque là, on est vraiment en avance de phase. Nous, on est là notamment pour voir comment se déroulent ces formations, et je ne sais pas si c'est partagé, mais je trouve qu'elle a été vraiment très, très claire sur tous les intervenants qui nous ont précédés. Et donc, peut-être quand la plupart des pharmaciens auront été formés, pour que d'autres éventuellement rejoignent dans le dispositif et que pour vous connaissiez toutes les modalités concrètes, on fera une info générale, je pense, à la rentrée. Si je peux me permettre, Nathalie, pour compléter, la Caisse nationale a justement envoyé un mailing à tous les pharmaciens avec la nouvelle convention, qui parle de la nouvelle convention et notamment la remise du kit DOCCR et ce fameux forfait et le code traceur à utiliser. Je ne sais pas si tous les pharmaciens ont bien reçu, voilà. Mais en tout cas, ça a été envoyé le 9 mai par la Caisse nationale. Mais c'était peut-être un peu tôt, donc effectivement, en local, je pense qu'on pourra… Peut-être que je peux vous le renvoyer, docteur Bernoux, si vous souhaitez. Comme ça, vous pourrez peut-être le joindre au document. Oui. Il y a une question également sur la vérification d'éligibilité du patient, si celui-ci vient avec son invitation. Est-ce que la vérification est nécessaire ou pas? Alors, la vérification n'est pas nécessaire puisque les critères d'éligibilité ont servi à poser l'invitation. Par contre, nous, on a besoin d'avoir les renseignements éligibles et tests remis ou non éligibles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser le site d'éligibilité pour nous informer. Sinon, on n'aura pas le retour d'information. Et donc, dans un cadre d'une campagne nationale de dépistage, on a vraiment besoin d'avoir un retour d'information. Ne serait-ce que pour éviter de relancer, d'envoyer des tests à non-initiants parce que vous en avez déjà remis un, etc. C'est une autre question qui demande quand est-ce que les pharmaciens peuvent commencer cette remise de kit. Alors, quand est-ce que vous pouvez commencer? Quand vous avez reçu les kits. Alors là, on a, nous, une petite hésitation. Sonia, je ne sais pas si vous avez l'information, c'est-à-dire que les pharmaciens peuvent commencer à demander des kits. Je crois que depuis le début du mois de juin, il me semble, ou voire avant. Oui, depuis le 8 mai, en fait, les commandes de kits sont ouvertes sur Amélie Pro auprès des pharmaciens, mais a priori, ils ne peuvent pas les délivrer tant qu'ils n'ont pas reçu la formation. C'est ce qui était indiqué dans les textes qu'on a reçus de la Caisse nationale. Formation avec l'attestation que vous allez leur délivrer, Agnès?
Ouais, alors là c'est un truc qu'il faudra voir parce que l'attestation, ce qui nous a été dit, c'est que les pharmaciens doivent la garder, mais n'ont à la montrer que si on leur demande. Donc c'est là que j'ai pas tout compris encore sur le système qui vient se mettre en place, sur quels critères ils vont pouvoir recevoir les kits. Voilà. Bah là, les kits ont commencé à être envoyés, hein, puisque sur le suivi des commandes, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques pharmaciens qui avaient commandé des kits. Hein, donc, je suppose que les pharmaciens ont commencé à les recevoir, ceux qui avaient commandé. Donc, du coup, vous aurez par rapport au site d'éligibilité, on va faire au maximum. Donc, je pense que vous les aurez d'ici 15 jours. Après, pour l'instant, sur le mois de juillet, août, la communication auprès des personnes sur le fait que les pharmaciens peuvent remettre des tests va être réduite pour permettre aux pharmaciens de se former. À partir de septembre, sur les invitations qu'on envoie aux patients, il y aura écrit qu'ils peuvent aller retirer leur kit en pharmacie. Et il y aura normalement, la CNAM va produire, alors on ne sait pas quand, on n'a pas de date précise, mais une liste des pharmacies qui ont été, des pharmacies qui ont été formées, et donc qui pourront remettre aux patients les kits. Mais ça va pas être pour tout de suite. Donc en attendant, il y aura, je pense, des affiches et vous pourrez mettre des affiches qui permettront à vos patients de voir que vous distribuez, vous pouvez leur remettre des kits. Il y a peut-être une demande de précision par rapport à la distinction qui a été faite entre remise du test et lecture du test par rapport à la facturation. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, je reprends exactement ce qui était noté dans la note pour être plus clair du coup. Donc, à compter du 1er janvier 2024, la remise de kit sera rémunérée 3 € et lorsque le patient réalisera le test à la suite de la remise du kit par le pharmacien, ce dernier sera rémunéré 2 € de plus. En fait, contrairement à 2022, la rémunération sera en 2 temps. D'abord 3 €, puis 2 € pour l'analyse du kit quand le patient aura fait son test. Oui, donc c'est indépendamment, c'est indépendamment de l'intervention du pharmacien, puisque le patient reste libre à l'issue de la remise du kit de procéder ou pas à la réalisation de son test. Tout à fait. Après, c'est aussi peut-être au pharmacien, dans la mesure du possible, bien sûr, quand il revoit son client en fait à la pharmacie, de peut-être le rappeler de faire son test s'il ne l'a pas encore fait. Donc, je sais que l'autre jour, j'ai participé à une réunion où il y avait un représentant du RPS pharmacien qui disait qu'ils allaient essayer de mettre au niveau de l'URPS pharmacie en place avec les logiciels métiers des pop-up à la fois pour signaler les populations, les personnes de 50 à 74 ans pour que vous pensiez à leur poser la question, et des pop-up pour les personnes à qui vous auriez remis un test pour s'il revient, lui dire est-ce que vous avez fait votre test. Pensez à lui demander où il en est, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et effectivement, il y a des retours sur le chat sur le fait que, on va dire d'une certaine manière, c'est un objectif de moyens, mais pas de résultat. Donc, le patient reste libre derrière, effectivement, avec la variabilité du facteur humain, de réaliser son test. Moi. Bonjour, je suis pharmacienne. Je voulais vous poser une question. Si on se rend compte au comptoir que la personne est éligible, on lui pose la question de savoir si elle a reçu un jour ce courrier, mais qu'elle ne l'a pas reçu. Quel est notre pouvoir, en fait, par rapport à ça? Alors, vous pouvez lui donner le numéro vert du CRCDC pour qu'il nous contacte ou l'adresse contact pour qu'elle nous contacte. Et il y a aussi, on a un site internet, je vous mettrai le lien aussi de notre site internet où la personne peut commander une invitation directement via notre site internet. Donc, il y a ces 3 moyens pour pouvoir recevoir l'invitation. D'accord. Mais donc, en aucun cas, on donne un test puisque de toute façon, il y aurait rien qui serait paramétré. Donc, il faut vraiment que la personne se remette en contact avec le numéro vert. D'accord. Vous pouvez éventuellement, si la personne est éligible,
après avoir vérifié qu'elle est éligible, mais faire attention, le test et lui dire de commander. Il y a beaucoup de médecins qui font ça, notamment, ils remettent un test et disent à la personne, vous appelez le CRCDC pour qu'il vous envoie les étiquettes. Et le test, il le met de côté. Les étiquettes, il les reçoit sous 15 jours, 3 semaines maximum, parce que pour optimiser les choses, on les regroupe à un envoi tous les 15 jours. Et du coup, la personne recevra les étiquettes dans un deuxième temps et elle attend surtout de les avoir reçues avant de faire le test, évidemment. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Si on donne un test à un patient et qu'il y a un souci, par exemple, pas d'envoi dans les temps, donc le kit est périmé, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, c'est pas la peine de lui remettre un autre test. Comme je le disais tout à l'heure, c'est DataPlaque qui va lui envoyer la lettre en disant que le test est non analysable et qui va lui en renvoyer un. Donc, il faut que la personne soit patiente. C'est sous un délai de 1 mois. C'est pas la peine, au bout de 15 jours, si elle dit j'ai rien reçu, de lui en redonner un. Parce que sinon, ça va faire un double emploi avec celui qu'elle aura reçu. Et très important, surtout ne remettez pas un test à quelqu'un de moins de 50 ans ou plus de 74 ans parce qu'il ne sera pas lu par le laboratoire. Donc, c'est pas la peine, même si la personne a 49 ans et demi ou 75 ans et demi et 2 jours, si c'est 75 ans révolus. Alors, attendez, je sais jamais si c'est si c'est jusqu'à la fin de ses 75 ans. Non, c'est 74 ans. C'est ça. Ouais, c'est jusqu'au jour de ses 75 ans, elle peut faire le test. Après, elle peut pas le faire. C'est ce qu'on appelle les 74 ans révolus. Révolus, voilà, c'est ça. J'avais un doute tout d'un coup. Demande de précision, le cas encore plus cas particulier du cas particulier. Le test a été remis, il n'était pas forcément périmé, mais la personne ne l'a pas envoyé. Donc, il n'y a pas eu de traitement, ni même d'arrivée au laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'en fait, elle a passé la date et du coup, elle l'a pas fait? Elle l'a fait ou elle l'a laissé dans la boîte à gants ou elle l'a laissé sur la paillasse. Il n'est jamais parti de la maison ou il n'a jamais été fait. Vous pouvez, comme vous lui avez remis un test, vous pouvez en reparler. Dans ce cas-là, vous pouvez, si vraiment elle dit, non, je l'ai laissé passer, je sais plus où je l'ai mis, de manière exceptionnelle, vous pouvez lui en redonner un, je pense. Ouais. Ouais, et c'est pas un cas d'école. Hein. Nous, voilà, c'est vrai que dans les stands, tout ce qu'on peut animer, on voit qu'il y a beaucoup de gens. Alors bon, ceux qui ne connaissent pas, etc. Mais c'est pas un gage le fait d'aller retirer son test, que ce soit chez le médecin d'ailleurs, ou même quand il est commandé en ligne. C'est pas un gage de le faire. Donc effectivement, là, je souhaite pas non plus qu'il y ait un flicage de vos patients. C'est pas du tout le but. Après, c'est peut-être au moment de la remise de vraiment insister, peut-être par le biais justement de la conservation qui est pas très très longue. Souvent, les gens effectivement les prennent. C'est qu'il y a une motivation à un moment, parce que sinon vraiment aller le retirer pour ne pas le faire du tout, enfin en ayant conscience de pas le faire, ce serait quand même un peu dommage. C'est qu'à un moment il y a une volonté, qu'après effectivement il est laissé dans un tiroir ou autre. Donc peut-être que le levier entre guillemets du fait que le faire rapidement parce que comme ça on en est débarrassé, et puis parce que il ne se conserve pas très longtemps, c'est peut-être un argument au moment où la personne où vous le délivrez. Peut-être, ça peut être une piste. Qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, si vous avez... Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. On vous remercie donc tous de la participation et je remercie beaucoup la CPTS Noresson qui a organisé cette formation. Si vous avez les moindres questions, le CRCDC reste à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc dans le PDF que vous allez recevoir, vous avez donc notre adresse mail, contact. Vous avez le numéro de téléphone et vous aurez aussi c'est les 2 moyens de nous contacter. N'hésitez pas si vous avez des difficultés, des soucis, on est là pour répondre à vos questions et vous aider. Merci.
Merci à tous et merci au CRCDC pour la qualité de cette présentation et de ce partenariat. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.